Compose, épisode 38. Que tout le monde puisse avoir une représentation sur Twitch, parce qu'au début c'était vraiment homme blanc, cis, hétéro, qui était vraiment fortement représenté, et nous ça nous tient vraiment à cœur de mettre en avant plein de rôles modèles variés. C'est pour ça qu'on a la streameuse de la semaine notamment, où toutes les semaines on met en avant une streameuse différente, avec un contenu différent, pour montrer un petit peu aussi qu'il y a plein de trucs trop cool, et que la représentation, nous on l'a toujours pensé, mais la représentation c'est super important dans tous les milieux en fait, que ce soit dans la tech, que ce soit dans le stream, YouTube, n'importe, mais c'est important de pouvoir se reconnaître et s'identifier chez quelqu'un en fait dans ce domaine-là. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Hilaria Giglio et Chloé Bouls, les fondatrices de Streamer, une communauté qui a pour but de mettre en avant les femmes dans le stream. Ensemble, on a parlé de leur début sur Twitch, de ce qu'elles streament, du fait qu'il faut faire attention à ce que l'on dit lorsqu'on est en live pendant plusieurs heures, de la représentation des femmes sur la plateforme, de la création de streamers, de l'incubation de leurs projets, de communauté, de l'importance des rôles modèles, du féminisme, de fierté, du fait d'oser. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Chloé et Hilaria d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Merci à toi. Vous êtes donc les deux cofondatrices de Streamer. On va expliquer ce que c'est un peu plus tard, mais d'abord on va revenir un peu au tout début. En fait, comment est né votre intérêt à chacune pour le stream ? Alors moi, ça fait déjà un petit temps que je stream et que je regarde du stream. J'ai commencé à regarder le stream au tout début du premier confinement, donc 2020. Parce que du coup j'avais mes cours en ligne, j'avais plus vraiment de vie sociale, j'avais plus d'activités, etc. Donc j'étais tout le temps chez moi et je ponçais pas mal YouTube. Et à un moment j'ai vraiment fait le tour de YouTube et je voyais pas mal de best of Twitch qui popaient de plus en plus. Donc j'ai commencé à regarder le stream à ce moment-là et vraiment à checker un petit peu ce que c'était, qu'est-ce qu'on trouvait dessus. Et après, le confinement a été rallongé. Et donc, je me suis dit, en fait, ce serait le moment parfait pour moi-même me lancer dans le stream, parce que j'ai toujours été super fan des jeux vidéo, ça a toujours été ma passion. Et de base, je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais je me rendais compte qu'avec les études, le job étudiant, ça me prenait trop de temps, parce qu'il fallait l'écriture, fallait tourner, fallait monter. Et le stream, c'est directement, je lance le live, je dois pas écrire, je dois pas monter, j'ai mon contenu direct. Et c'est vraiment là que je me suis lancée dedans et j'ai pas arrêté depuis. Et il n'y a quand même pas une écriture à la base ? Non, moi j'écrirais en tout cas. Ah, excellent. C'est full impro. Excellent. Et toi, Hilaria ? Du coup, c'est un peu la même chose. En fait, moi, je consomme beaucoup de contenu quand je travaille. Donc, aussi bien quand j'étais aux études que maintenant, que ça soit des streams, des podcasts, etc. J'écoute surtout j'écoute beaucoup. Et du coup, c'est vrai que en fait, j'aime bien la longueur, j'aime bien découvrir des personnes avec un temps assez long. Et c'est vrai que les streams permettent ça complètement. Donc oui, voilà, j'ai découvert comme ça aussi il y a quelques années de ça, plus ou moins au même moment, je dirais, parce qu'avec les cours en ligne et tout ça, fallait apprendre à travailler de chez soi et parfois aussi se sortir la tête de tout ça. Et voilà. Et donc, vous avez chacune un peu votre domaine. Qu'est-ce que vous proposez, en fait, comme type de contenu ? C'est vrai qu'Hilaria et moi, on a un monde un peu différent, même si on fait un contenu parfois qui se ressemble. Moi, je fais quasiment que du jeu vidéo. Et une niche dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que j'aime bien tout ce qui est très dur, très challengeant. Pour ceux et celles qui connaissent tout ce qui est Dark Souls, des jeux vraiment où il faut apprendre le jeu par cœur, vraiment bien s'entraîner, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Je fais aussi les grosses sorties de jeux vidéo qui m'intéressent, je les teste, j'en parle, etc. Je fais parfois, c'est rare, mais je fais parfois des live cuisine parce qu'en fait... c'est différent. Ouais, parce que je suis nulle en fait, je suis vraiment nulle à fond. Et c'est devenu un peu un running gag sur la chaîne parce que les gens, quand je fais un live cuisine, ils sont morts de rire parce que je fais n'importe quoi, mais c'est pas voulu du tout, c'est juste que vraiment je suis naze quoi. Et c'est cool, j'en fais de temps en temps. Et j'essaye aussi de faire de plus en plus de live IRL, donc où je prends vraiment mon téléphone et on va se balader dans une ville et je découvre en direct la ville avec les gens, on se balade, on se perd un petit peu et voilà. Excellent. Et du coup, au fur et à mesure, comme ça, tu t'es vraiment construit une communauté. Comment ça fonctionne en fait ? Comment tu démarres ? En fait, on démarre de zéro.
très clairement, sauf si on vient de YouTube ou de TikTok et qu'on a déjà une communauté qui vient nous suivre sur Twitch, mais on démarre généralement de zéro, on commence à streamer avec personne qui nous regarde, donc il faut meubler en fait, il faut apprendre à savoir animer le live quand il y a personne qui nous répond, etc. Sur le jeu vidéo, je trouve que c'est assez facile de meubler, parce qu'il se passe toujours quelque chose, il y a toujours suffit de décrire ce qu'on voit, ce qui se passe avec le personnage, donc c'est facile de meubler. Mais c'est au fur et à mesure de créer un rendez-vous avec les gens. Moi par exemple, je stream tous les matins. Donc c'est un horaire assez spécifique pour le stream qui est généralement plutôt l'après-midi ou le soir. Et j'ai vraiment pris cette habitude de tous les matins je suis en live. Et donc les gens savent que le matin je suis là en direct, ils peuvent venir, etc. Et c'est vraiment cet aspect de rendez-vous et aussi un petit peu aller de blagues intrinsèques à la chaîne où les gens se connaissent aussi au fur et à mesure dans le chat, se répondent. C'est tout le temps un peu les mêmes personnes qui reviennent. Donc ouais, il y a vraiment cette communauté qui se crée, mais ça prend du temps et ça demande pas mal de rigueur, etc. Donc ouais. Ah ouais. Et toi, Hilaria, ton contenu? Alors, mon contenu est un peu différent, du coup, puisque moi, c'est plutôt chill. Hein, donc, c'est du contenu artistique, de la broderie, de l'aquarelle, des choses comme ça. En fait, moi, je suis pas du tout... vraiment artiste de formation ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup toucher un peu à tout. Et donc, j'apprends beaucoup de choses et j'apprends en live, en fait, avec les viewers, quoi. Et aussi, du coup, du contenu jeux vidéo. Et pareil, en très chill, les Sims, par exemple, Animal Crossing, enfin voilà, je découvre aussi des jeux d'aventure un peu plus hard, etc. Mais voilà, ça reste quand même globalement assez chill. Et c'est vrai que moi, mon créneau maintenant, en fait, je me suis lancée quand j'ai commencé streamer, moi. Ouais. Je me suis dit, allez, voilà, maintenant, en tant que fondatrice du projet, ce serait quand même bien de vraiment s'essayer au streaming aussi et de voir ce que c'est d'être streameuse. Moi, ça n'a pas été une évidence tout de suite, spécialement de me dire ok, je vais me lancer dans le streaming parce que ce truc de me mettre en avant et tout ça, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Et donc, c'est vrai que c'est assez récent où j'ai su vraiment trouver mon créneau. Parce que j'avais, voilà, comme Chloé disait au début, il faut savoir animer, il n'y a pas tout de suite du monde. Et donc, se lancer et maintenir la cadence sans avoir trop de monde, c'est pas facile en fait. Et puis, une fois que voilà, le créneau est trouvé et que la communauté commence à se former, c'est vrai que c'est chouette. Et maintenant, je stream du coup le soir. Ce qui explique le contenu assez chill parce qu'après une grosse journée de travail, franchement, c'est impossible d'être en mode je rigole super fort, je fais des super blagues. Et puis, de toute façon, c'est pas dans ma personnalité. Je suis quand même quelqu'un d'assez calme de base. Mais du coup, voilà, c'est le soir. Ouais, j'allais justement venir à ça. C'est difficile justement de se mettre entre guillemets en avant, quoi, que les gens, de savoir que des gens te regardent et que parfois on a envie de faire un peu attention à quoi on ressemble du coup, etc. Est-ce qu'il y a une pression, des contraintes et comment vous avez passé ce cap de vous montrer? Je pense que ça dépend vraiment de chacune. Moi, perso, j'en ai vraiment rien à faire. Je fais aucun effort. Moi, vu que je commence à 8h30, parfois, je sors du lit à 8h20. Et je suis en stream à 8h30. Donc, je suis vraiment en mode, parfois, je suis encore en pyjama, avec le pull avec lequel j'ai dormi. J'ai les cheveux encore en pagaille et tout. Mais en fait, je sais pas, vraiment, je m'en fous de quoi j'ai l'air, quoi. Et voilà. Non, je fais vraiment jamais attention à ça, vraiment. Ouais, moi je dirais que en fait ce qui est le plus compliqué, ce à quoi je fais le plus attention, c'est surtout à ce que je dis, parce qu'en fait c'est du direct et c'est du coup c'est vrai que le physique, bon voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'au début se dire voilà, je vais être en live pendant 4 heures, j'essaye d'être bien et tout, mais bon, au bout d'un moment on se rend vite compte que voilà, de toute façon il faut être naturel et voilà. Mais par contre ce qu'on dit, ça c'est quand même assez je trouve compliqué, pas compliqué, mais dans le sens où effectivement on peut pas commencer à un moment donné je sais pas, c'est pas que je dirais n'importe quoi, mais je sais pas comment dire, dans le sens où oui, il faut vraiment être toujours concentré sur ce qu'on dit en fait, tout simplement. Mais surtout que vu que c'est les réseaux, ça peut vite prendre des proportions plus grandes aussi. Ouais, c'est vrai. Surtout c'est que sur un live Twitch qui dure 4 heures, parfois il y a des gens qui reprennent un clip de 20 secondes hors contexte total, où on dit une phrase parfois qui est totalement au second degré, qui est totalement pris hors de son contexte et ça pourrait être mal pris, etc. Donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que tout ce qu'on dit, il faut vraiment faire attention. Moi, j'essaye aussi d'être vachement inclusive, donc que ce soit dans la manière de parler, mais aussi essayer de vraiment que ce que je dis ne blesse personne, etc. Donc ouais. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis au niveau privé aussi, hein, sur son... Ouais. Au niveau privé, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? De dévoiler des informations privées, oui. quoi. Moi, c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, 4-5 heures de live, t'as l'impression, tu vois, d'être avec des gens dans ta chambre, tu joues et t'as l'impression d'être juste en vocal à un jeu, par exemple. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, t'es sur Internet, quoi. Ouais. Donc, dévoiler des informations, bon, voilà. Mais ça peut vite, mine de rien... Ouais, je pense que ça arrive vite parce que aller dans un live Twitch, t'as très peu de gens qui parlent par rapport à la proportion de ceux qui regardent juste sans parler. Et généralement, ceux qui parlent, ils sont souvent actifs, ils sont souvent là. Et donc, t'attrapes un petit peu une forme de confiance parce que voilà, tu parles avec eux, tu vois qu'ils sont OK, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y en a plein qui juste regardent et participent pas. Et là, on n'a aucune idée de qui ça peut être. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est info perso, faut faire gaffe parce que voilà, il y a plein de monde qui écoute et même qui peuvent aller revoir les rediffs. Et avant ça, vous étiez déjà toutes les deux des gameuses ? Moi, j'ai toujours joué. Depuis toujours. Je savais pas lire, je jouais déjà à la Game Boy. J'ai vraiment eu toutes les consoles. J'étais ultra fan de gaming. C'est mon père, en fait, qui était giga fan de jeux vidéo. Et donc, vraiment, il m'a mis dedans. Il m'a donné une Game Boy entre les mains. Et j'ai jamais lâché, quoi. Vraiment, ça a toujours été ma passion numéro 1 dans la vie. Quand j'étais petite, je voulais être testeuse de jeux vidéo. Au final, je suis streameuse, donc c'est encore mieux. C'est encore plus cool. Et donc j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours aimé les jeux. Moi j'ai toujours été jeu solo, donc tout ce qui est multi, etc. J'ai jamais trop accroché. J'ai toujours été surtout console, donc jouer à la manette, clavier souris. Je suis pas trop douée, je le fais si je dois le faire, mais c'est très rare. Et donc toujours des jeux un peu d'aventure, avec soit avec quelque chose avec un peu de défi, soit vraiment avec une chouette narration ou un chouette monde dans le jeu. Excellent. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours joué. J'ai un petit frère, j'ai mon papa qui était aussi dans tout ça, donc ça a toujours été. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup de choses, comme je le disais, donc même au niveau de mon contenu artistique, mes parents me disent que j'ai toujours aimé dessiner, aimé créer, être vraiment dans ma petite bulle. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'un truc qui me fait rire maintenant, c'est qu'on m'a toujours dit, vu que je suis gauchère, que tout ce qui était broderie, couture, etc., on savait pas m'apprendre, quoi. Enfin, oui, ça a toujours été... Ah ouais. Oui, vraiment. On sait pas m'apprendre parce que t'es gauchère, enfin, donc on sait pas t'apprendre, quoi, voilà. Et du coup, j'ai toujours... j'ai voulu apprendre par moi-même, et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment... Ce que je fais aussi sur ma chaîne, c'est apprendre. Je suis vraiment littéralement sur des vidéos YouTube pendant que je suis en live et je dis, j'envoie même les vidéos. Je regarde ça pour faire ça et j'apprends en même temps et c'est chouette parce qu'en fait, c'est vraiment ça que j'ai toujours fait au final. Excellent. Et du coup, tu transmets aussi un beau message parce que on t'a dit que tu pourrais pas apprendre et finalement, tu peux apprendre aux autres aussi en le faisant toi-même, quoi. C'est hyper chouette. Et donc, vous avez créé toutes les deux Streamer. Vous pouvez un peu d'abord expliquer les prémices et quelle était l'idée de base du projet? L'idée du projet, elle est arrivée en même temps que j'ai découvert Twitch, parce que voilà, je commençais à découvrir la plateforme, etc. Et je me suis vite rendu compte que quand j'allais sur Twitch, c'était tout le temps les mêmes personnes qui étaient mises en avant. Et dans 90% des cas, c'était tout le temps des hommes. Donc je me suis dit que c'était un peu bizarre, qu'il y avait très peu de femmes mises en avant. Donc, je commence à regarder les statistiques de Twitch mondial, francophone, etc. Donc, c'est vraiment les top 10, les top 100 des streameuses qui font plus de vues, le plus d'abonnés, etc. Et il y avait, pour ainsi dire, jamais de femmes dedans. Pour aller donner un chiffre, en 2021, dans le top 100 mondial, il y avait 3 femmes. Wow. Donc, c'est assez hardcore. Ouais. Dans toute la population de Twitch, diffuseurs, diffuseuses et les personnes qui regardent confondus, il y a 35% de femmes, donc ça reste encore une grosse différence. Et donc là, ça a vraiment été ma première observation de ok, Twitch c'est trop cool, le streaming c'est trop cool, mais il y a ce manque de représentation des femmes, et les femmes n'ont pas encore vraiment pris leur place dans ce média-là. Donc première observation, et après c'est quand moi-même je me suis lancée dans le stream, je me suis rendu compte, moi quand j'ai lancé le stream, je me suis dit je vais sur twitch.tv et il y aura un bouton lancer le live. C'est pas du tout comme ça, quoi. Il faut installer un logiciel, OBS, il faut savoir régler son micro, il faut savoir régler sa webcam, sa lumière, savoir animer un live. Il y a tout un vocabulaire qui est autour de Twitch, lurk, sub, etc. Moi je savais pas du tout ce que c'était. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais un peu perdue et que j'avais pas d'endroit
pour poser mes questions. Ouais. Et j'ai toujours été dans des groupes d'entraide féminines, surtout à l'université, des groupes d'entraide étudiantes, etc. Et j'aimais trop l'ambiance de ces groupes où il y avait vraiment une réelle sororité. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop cool de créer un truc qui relie le fait qu'il n'y a pas beaucoup de représentations féminines variées sur Twitch et qu'il n'y a pas d'endroit où on peut poser nos questions pour se lancer. Mhm. Et c'est vraiment là d'où est venue l'idée de Streamer. J'avais checké si ça existait pas. Ça existait pour quelque chose qui était spécifique dans le gaming, mais pas le streaming. Donc vraiment, tout ce qui englobe vraiment tout le streaming, que ce soit de l'art, des jeux vidéo, des talk shows, de la cuisine. Enfin vraiment, il y avait rien qui englobait tout. Donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment. En plus, j'ai du temps parce que c'est le confinement. Donc j'ai créé un site, je savais pas comment faire, donc j'ai juste checké des tutos. J'ai créé un serveur Discord, je savais pas non plus comment ça fonctionnait. Et ensuite, j'ai lancé l'idée sur Twitter. J'avais pas de nom, j'avais pas de logo, mais j'ai juste balancé l'idée de ce serait trop cool une communauté d'entraide, de streameuses, etc. Et ça a bien pris. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en mode ouais, trop cool, j'ai trop envie de ça, j'ai trop besoin de ça aussi pour me lancer. Et donc j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Il y a eu aussi pas mal de haine avec ce tweet. Au début, c'était très positif, et puis beaucoup de haine en mode ça sert à rien, discrimination positive, puis des insultes, machin et tout. Donc ça prouvait encore une fois que au final le projet était nécessaire. Ouais. Donc c'est parti de là. Et puis Hilaria m'a rejoint quelques mois après la création de Streamer, qui a pris très vite au final, le temps de faire le site, le Discord, et il y avait plein de gens qui avaient rejoint, et c'était lancé quoi au final. Oui, parce que vous êtes amis depuis l'université, et je crois que j'avais entendu une fois dans une interview que vous disiez que vous aviez envie de lancer quelque chose ensemble aussi. C'est ça. Bah oui, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés, pour la petite anecdote, en baptême étudiant tous les deux, voilà. En fait, on a fait même les mêmes études de langue. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on est devenus amis, etc. Et on en a parlé, en fait, assez rapidement. Même quand on s'intéressait pas encore spécialement à l'entrepreneuriat. Parce que, du coup, je pense qu'on expliquera un petit peu, mais Chloé a fait un master en entrepreneuriat par la suite. Moi, j'ai aussi un peu d'expérience là-dedans. Et du coup, à ce moment-là, quand on en parlait à deux, on était, je pense, en première année de bac. On en parlait. En première bac de quoi, alors là ? De langue. Ah ouais, de langue. Ouais, et tu vois, on disait on lancerait bien une application de ça, on va faire ça. Enfin, je sais pas, on a toujours eu cette dynamique un peu de créer à deux, qui est quelque chose qu'on n'a pas spécialement avec ses amis, je trouve. Voilà, j'ai pas ça avec d'autres personnes. Ouais. Et donc, bah oui, voilà, c'est né de là. C'est sûr, j'ai l'impression que on a toujours genre un ou une pote avec qui on a toujours des idées, on est en mode ouais, on va lancer une boîte, on va lancer une app, machin et tout. Et du coup, quand Streamer est né, c'était super naturellement que Hilaria s'est proposé de rejoindre le projet, parce que toi, tu connaissais pas encore trop le stream. Ouais, à ce moment-là, c'était plus en termes de consommation. Mais les valeurs du projet, tu connaissais super bien, c'était tes valeurs aussi, et le fait de créer un truc ensemble, c'est parti de là. Et comment alors vous êtes passé de ce moment de création au fait d'être incubé pour ce projet ? Ça, je vais laisser Hilaria expliquer. Du coup, oui, c'est ça. En fait, je sais pas, il y a eu un moment où, moi, il y a tout qui s'est connecté. Enfin, quand Chloé a lancé le projet, du coup, au début, voilà, je la soutenais, je trouvais ça génial et tout. Et donc, en fait, quelques mois après le lancement, moi, j'ai fait un stage dans une start-up à Bicentral, donc qui est un espace de coworking et de tech justement à Bruxelles, et j'ai fait mon stage dans une start-up là-bas, et j'apprends qu'en fait ils lancent leur incubateur à Bicentral, première année, etc. Et j'entends ça, je me dis oh chouette, et puis là je me dis mais en fait l'année prochaine moi je suis diplômée après ce stage, et ça se lance en septembre justement, puis le moment où je devrais trouver un travail, et en fait, non, moi j'ai envie de me lancer, et en fait j'ai envie qu'on porte le projet toutes les deux, quoi. Donc c'est comme ça que c'est venu, et puis du coup c'est vrai qu'on est passé d'un projet où on travaillait, enfin en fait à ce moment-là je travaillais déjà avec Chloé sur le projet depuis comme on disait, quelques mois après que ça soit lancé, on a commencé à bosser ensemble dessus, mais voilà, plus sur des idées, sur des visuels, des choses. Et puis après, je me suis dit, allez, pourquoi pas porter le projet plus haut et proposer ça à Chloé. Et c'est comme ça que c'est venu, et on a rejoint l'incubateur en septembre 2021. 21. Ouais. Oh, ça paraît déjà si loin. Et on a fait ça pendant 9 mois, en incubateur du coup. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont changé ces 9 mois ? Ils ont changé plein de choses, parce que donc on finissait nos études, donc on pouvait laisser ça de côté, et on était à 100% sur le projet.
On avait accès à des bureaux, c'était chez Google Belgique en fait. On avait accès à des mentors, des personnes qui étaient expertes dans leur milieu. On était vraiment à 100% sur le projet. Je pense que c'est surtout ça qui a changé, c'est qu'avant on devait gérer les études, le job étudiant. Là on avait que ça, on était du matin au soir sur le projet. Ça a fait beaucoup de relations aussi. Ça nous a permis de donner de la crédibilité au projet. Parce que quand on allait faire un peu de networking, présenter Streamer, on disait qu'on était incubé chez We Are Founders, c'était l'endroit où on était. Et du coup, les gens connaissaient Bicentral, connaissaient les partenaires, donc faisaient beaucoup plus confiance et ça nous a permis de vachement grandir. On a commencé à faire plein de choses différentes, des événements, que ce soit des tournois de jeux vidéo. On a commencé à faire des formations avec la ville de Bruxelles. Tout ça a vraiment pris place lors de l'incubation. Ça a vraiment fait grandir le projet à ce niveau-là. Et est-ce que le projet a vraiment aussi évolué de l'origine, de ce que vous partiez? Est-ce que ça a beaucoup changé? Ouais, franchement, oui, quand même. Hein. Enfin, moi, je pense que quand on s'est lancé, on n'aurait jamais pensé donner des formations. Déjà, rien que ça, évidemment, enfin, ça paraît logique, en fait. Maintenant qu'on y est, c'est logique. C'est la suite logique parce que, voilà, cet espace safe pour les streameuses et puis, du coup, former les personnes qui veulent se lancer. Enfin, du coup, évidemment, mais c'est vrai que quand on était à Louvain-la-Neuve en tant qu'étudiante, on pensait pas du tout à ça, quoi. Enfin, nous, on pensait à cet espace safe pour les streameuses, mais je pense que oui, tous les événements qu'on a fait, notre événement caritatif, on a organisé ça ici récemment avec Greenpeace. Enfin, non, on n'aurait jamais pensé à tout ça, je pense. C'était quoi exactement cet événement caritatif ? Du coup, l'événement s'appelait Stream for Trees. Et c'était une semaine de stream à distance. Donc, toutes les streameuses streamaient de chez elles. On était plus de 70 streameuses aux communautés différentes, aux contenus différents. Et elles ont streamé pendant toute une semaine. C'était en septembre. Et le but, c'était de récolter de l'argent pour Greenpeace Belgique. Et avec cet argent-là, de planter une forêt urbaine à Bruxelles. Donc, on a récolté plus de 15 000 euros. Excellent. Donc ça, c'est dingue. Et en novembre, on a été planter les arbres. On a planté plus de 300 arbres à Evere, près du Décathlon, etc. Génial. Et du coup, il y a des streameuses qui ont participé, qui sont venues sur place nous aider à planter. On a streamé ça en direct aussi. Donc voilà, c'était un peu le but de cet événement, c'était vraiment de faire quelque chose de super concret et de voir l'impact aussi du streaming, de voir qu'avec plein de streameuses, on a pu récolter une somme assez astronomique et planter une forêt, donc c'est trop cool. Et cette forêt-là, elle va rester là pendant des dizaines d'années, donc c'est trop bien. Trop bien. Et aujourd'hui, vous comptez, il y a combien de streameuses comme ça qui sont rentrées dans le projet ? Maintenant, sur les serveurs Discord, on est plus de 1000 personnes. Majoritairement des streameuses. Donc oui, on ne sait pas le nombre exact de streameuses, mais en tout cas, c'est une grande majorité de streameuses. Il y a aussi des femmes et des filles qui veulent se lancer, qui ne sont pas encore lancées, mais qui rejoignent le serveur Discord. Donc c'est un espèce de forum où tous les membres peuvent discuter. Et donc il y en a qui ne sont pas encore lancés, mais qui hésitent encore et qui viennent justement prendre un peu des renseignements pour se lancer, qui rejoignent. Et ça ressemble à quoi, du coup, votre quotidien à vous deux ? Enfin, comment vous gérez cette énorme plateforme avec aussi les formations, avec aussi vos autres activités à côté ? Enfin, comment vous faites ? Du coup, peut-être une journée type, je dirais, c'est... moi, j'essaie de diviser en fait ma journée avec streamer et du coup, je donne aussi des cours de néerlandais. Donc, je m'organise pour ça. Et donc, c'est vrai que je divise ma journée vraiment en deux. C'est streamer, donc ça peut être gestion du Discord, programmation des publications qu'on fait, répondre aux mails, organiser nos formations, préparer le contenu des formations, etc. Et puis du coup, travailler sur mon autre activité de prof. Et le soir, du coup, le stream, quoi. Donc ça, c'est ma chaîne perso. Et alors aussi, par rapport à tout ça, essayer de mettre la chaîne en avant, de produire du contenu aussi par rapport à cette chaîne. Donc je dirais une journée type. Maintenant, évidemment, chaque semaine est différente. Et il y a des semaines où, évidemment, le temps passé sur le projet est beaucoup plus grand que sur les cours, par exemple. Mais voilà, globalement, quoi.
C'est vrai que moi c'est un peu pareil, hein. Vu que je stream tous les jours, tout le matin de 8h30 à midi c'est que du stream, où là je fais que ça, et puis l'après-midi c'est gérer streamer comme Ilaria. Je gère aussi ma chaîne Twitch sur le côté, donc c'est aussi être présent sur les médias, c'est aussi gérer les partenariats, les mails, etc. Ça peut être aussi rechercher du financement pour streamers. Donc penser aussi à des nouveaux concepts. Voilà. Si moi je travaille aussi un peu sur le côté, si je fais une chronique, c'est aussi de la préparer. C'est pas mal de trucs à gérer, mais ça dépend aussi des moments, comme disait Ilaria. Par exemple, quand on faisait Stream for Trees, là on était à 100% sur l'event, on faisait que ça, etc. Quand ce sera la TwitchCon par exemple, on sera à 100% sur la TwitchCon. Ça dépend aussi vraiment de certains moments clés avec les gros événements. Là il y avait le 8 mars, donc on était à fond sur les actions aussi, à repartager tout ce qui se faisait aussi dans le milieu. Donc ça dépend aussi des moments. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après ces 9 mois ? Comment vous faites pour pérenniser le projet, notamment financièrement ? C'est vrai que oui, après ces 9 mois, c'est vrai que c'est fou, hein, parce que nous, on a ressenti un vide énorme après ces 9 mois de se retrouver toute seule et plus à l'incubateur. Mais oui, on essaye de pérenniser le projet, comme Chloé le disait, de par des appels à projets auxquels on répond, des formations qu'on donne. C'est principalement comme ça. On fait aussi de la consultance, donc pour se lancer dans le streaming, justement, pour des entreprises, etc., qui souhaitent lancer leur chaîne. Donc voilà, c'est ce qu'on fait principalement. Ouais, c'est vrai que moi, je déteste travailler toute seule en plus. Donc être toute seule chez moi après l'incubateur, c'est l'enfer. Même quand j'étais aux études, j'allais en bibli parce que j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi. Je leur parle pas. Je suis dans ma bulle, j'ai mes écouteurs. Mais j'ai du monde autour de moi et je suis pas toute seule chez moi. Donc c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas trop, mais voilà. Et oui, pour tout ce qui est aspect financier, comme l'a dit Ilaria, les formations, les appels à projets. Moi, j'ai le stream aussi qui m'aide pas mal à boucler le mois. Et si je travaille un petit peu sur le côté, ça permet de financer le tout. Ouais. Et comment t'as fait justement pour que le stream te rémunère ? Ça, sur Twitch, il y a moyen de gagner de l'argent, donc, de plusieurs manières différentes. Donc, il y a déjà les dons. Les gens peuvent directement faire des dons. C'est une plateforme qui marche vachement aux dons, d'ailleurs. Il y a des abonnements payants qu'on appelle les subs. Donc ça, c'est des abonnements que les gens prennent pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. En échange, ils ont en fait accès à diverses choses, par exemple des émotes qu'ils peuvent réutiliser. Et donc ça, c'est une source de revenus. Il y a aussi la publicité, même si ça, c'est vraiment pas grand-chose. Sur Twitch, ça dépend un petit peu du nombre de publicités qu'on passe sur son live. Mais il faut savoir gérer parce que plus on passe de publicités, plus on est rémunéré, effectivement, mais plus les gens ont tendance à partir. Ah, oui. Et s'il y a plus personne pour regarder la publicité, ça sert à rien. Donc moi, je mets qu'une seule publicité sur mon live. C'est au début de chaque live, j'ai 5 minutes de countdown avant que ça commence. Je mets une pub de 3 minutes à ce moment-là et c'est la seule pub sur les 3h30 de live. Et voilà, donc ça rapporte pas grand chose, mais voilà. Et il y a aussi tout l'aspect avec les sponsors, les marques, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment être vachement implanté dans le stream, avoir une grosse communauté. En Belgique, on a de la chance, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de streamers-streameuses. Donc c'est plus facile pour rentrer en contact avec les marques et se vendre à ce niveau-là, alors qu'en France, il faut déjà avoir des statistiques beaucoup plus hautes, 10 fois plus hautes que ce qu'on a besoin en Belgique, donc ça c'est un avantage. Et vous conseillez aussi les streameuses à ce niveau-là, justement au niveau des sponsors et des partenariats ? Je te laisse répondre ou je sais pas si tu avais commencé. Non, j'allais dire oui, ça fait partie du Discord, en fait, le serveur Discord, ce qui est intéressant, c'est qu'il vit en fait par lui-même. C'est une vraie communauté qui est là, qui existe et donc j'aime bien dire qu'en fait on n'a pas besoin de nous, tu vois. Donc, les personnes se communiquent énormément et se posent des questions, répondent, s'entraident. Et donc, oui, il y a énormément d'entraide à ce niveau-là, par exemple. Et nous, quand on a, par exemple, des formations, etc., c'est vrai qu'on va aborder aussi ce genre de sujet. Mais c'est pas nous, en fait, c'est la communauté, quoi, qui s'entraide par rapport à tout ça. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est trop chouette parce que y en a qui ont une offre d'un sponsor et elles vont justement demander ok, quelqu'un a déjà eu affaire, vous connaissez, etc. Et donc c'est pas mal aussi pour s'entraider à trouver ses prix parce que c'est parfois compliqué de se donner un prix. Et nous, en fait, ce qu'on fait, donc comme il a réalisé, c'est que la communauté vit, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation aussi, par exemple, des studios de jeux vidéo
studios qui aimeraient donner leur jeu pour justement qu'ils soient streamés, etc. Donc on met aussi en relation, on fait cette relation entre marques et les streameuses. Et ça, justement, c'est au fur et à mesure de cette incubation, notamment, que vous avez créé ce réseau et que vous avez montré votre crédibilité, justement, à tous ces studios, à toutes ces sociétés. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a jamais fait de démarchage à ce niveau-là. C'est eux qui venaient directement. Trop bien. Et voir comme ça que la communauté s'approprie à ce point le Discord, ça vous fait quoi ? C'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on l'a créé, quoi. Et donc, c'est se dire, en fait, que... Tu vois, quand tu crées ton projet comme ça, d'entraide et de communauté, la chose que tu veux, c'est vraiment que ça pérennise et se dire que si nous, on n'est pas là, c'est pas grave. Enfin, donc, c'est vraiment le plus beau, je trouve, cadeau... Enfin, cadeau, ça se passe naturellement, mais c'est fou, quoi. Parce que tu te dis, en fait, finalement, on n'a pas besoin de nous. Enfin, nous, on est là pour, en fait, essayer de mettre en avant le projet, donc de mettre en avant les streameuses. C'est vraiment notre but principal à Chloé et moi, de mettre en avant les streameuses. Mais en termes d'entraide et de communauté, elles le font très bien toutes seules et c'est incroyable, quoi. C'est ça. Nous, on a créé l'espace, mais c'est leur espace à elles, au final. Et c'est trop bien, c'est que tous les jours, tu as des questions de tout type, que ce soit le matos, que ce soit la com, n'importe, juridique ou autre. Et la question, tu peux être sûr que dans l'heure, il y a quelqu'un qui a répondu, plusieurs personnes qui ont répondu. Il n'y a jamais une question qui reste en suspens. Je sais qu'il y en a même qui s'appellent, etc., pour vraiment montrer en mode, il faut cliquer là, machin et tout. Donc, il y a vraiment une entraide ultra solide à ce niveau-là. Et c'est donnant-donnant parce que celles qui aident auront peut-être besoin d'aide à un autre moment, etc. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et il y en a beaucoup qui ont osé se lancer grâce à ça ? Ouais, franchement, on s'en rend pas toujours compte parce que les personnes se lancent et puis mais on a quand même souvent des retours comme quoi merci beaucoup, c'est grâce à vous justement qu'on s'est lancé aussi bien streamer le projet que justement les autres streameuses. Donc ça franchement pour le coup c'est aussi également j'allais dire c'est aussi le plus beau des cadeaux. On a beaucoup de beaux cadeaux avec le projet et beaucoup de belles choses qui se passent, mais ça franchement quand on nous dit on s'est lancé et j'ai réussi à avoir la confiance pour le faire et ça c'est génial, quoi. Ouais, c'était aussi un peu à la base du projet l'envie de montrer des rôles modèles qui soient accessibles dans ce milieu du stream, totalement. Et montrer qu'en fait c'est possible, quoi. Elles peuvent toutes le faire si elles le souhaitent. Totalement, et d'avoir des rôles modèles variés aussi, que tout le monde puisse avoir une représentation sur Twitch, parce qu'au début c'était vraiment homme blanc, cis, hétéro, qui était vraiment fortement représenté, et nous ça nous tient vraiment à cœur de mettre en avant plein de rôles modèles variés. C'est pour ça qu'on a la streameuse de la semaine notamment, où toutes les semaines on met en avant une streameuse différente, avec un contenu différent, pour montrer un petit peu aussi qu'il y a plein de trucs trop cool, et que la représentation nous on l'a toujours pensé, mais la représentation c'est super important dans tous les milieux en fait, que ce soit dans la tech, que ce soit dans le stream, YouTube, n'importe, mais c'est important de pouvoir se reconnaître et s'identifier chez quelqu'un en fait dans ce domaine-là, et voilà, non, c'est vraiment cool, et de voir qu'il y en a qui se lancent, c'est vraiment chouette. Oui, et de ne pas avoir de conditions en fait pour rejoindre la communauté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, est-ce qu'il y a des conditions? Non, pas du tout. Enfin, et du coup c'est vrai que oui, non, on est là, la communauté est là, il faut pas avoir X nombre de viewers, il faut pas avoir X followers, enfin vraiment, et ça je pense que c'est aussi ce qui conforte beaucoup de gens à rejoindre la communauté et à se lancer. Oui, en fait il y a telle personne qui fait un stream avec 3 personnes, c'est super chouette, ça se voit que cette personne s'épanouit, j'ai envie de le faire aussi, quoi. Enfin, donc, ça rend aussi, je pense, l'activité moins solitaire, parce qu'au début, comme on le disait, on commence devant personne, on parle un peu dans le vent. Là, avec la communauté, si par exemple c'est le premier live d'une streameuse, c'est déjà arrivé qu'elle dise demain je fais mon premier live, n'hésitez pas à passer pour me faire des retours, pour voir comment je peux m'améliorer, etc. Donc c'est un peu moins solitaire comme trajet au final. Et toute la partie formation que vous donnez, quand on est venu vous proposer justement de donner des formations, est-ce qu'il y a eu un questionnement sur la crédibilité, un petit syndrome de l'imposteur, où vous vous êtes dit en fait oui, faut qu'on y aille, quoi? Ouais, je pense que pour le coup, on est différentes à ce niveau-là.
Donc moi c'est clairement le cas. Enfin, du coup oui, je me suis dit mais what. C'est vrai que du coup pour les formations on a été contacté par Julie de Girly qui nous a demandé bon les filles, j'aimerais bien lancer une formation où vous allez former 40 personnes pendant 6 mois. Sur justement le streaming, la création de vidéos, est-ce que vous embarquez quoi? Donc évidemment que oui, mais tu vois, juste après c'était ok, voilà. Donc ouais, pour moi oui, mais bon après c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que c'était génial et que l'expertise qu'on avait, qui était pas spécialement une expertise très longue et qui existait depuis très longtemps, mais avait aidé énormément. Et en fait, ce modèle, tu vois, d'entraide et de communauté, c'est aussi répliqué finalement dans cette formation qu'on a donnée avec les 40 personnes, où justement, il y avait cette safe place et cette entraide. Donc ouais, non, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il y a eu un petit syndrome de l'imposteur, mais au final, à force de streamer tous les jours, on a acquis des compétences sans s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit le fait de fédérer une communauté, que ce soit les réseaux sociaux, la com, etc. On a appris plein de choses sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est quand on a fait le contenu de la formation qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment plein de trucs à proposer. Et généralement, quand on avait par exemple 1 heure de formation sur un sujet, c'était trop court pour même parler de tout ce dont on avait envie d'aborder. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et il y a tout le côté aussi, du coup, entrepreneuriat. Vous vous imaginiez déjà devenir entrepreneuse, créer des projets, etc., vraiment être indépendante aussi, avant de lancer Streamer? Moi, personnellement, non. Enfin, tu vois, c'est pas un truc où, depuis toute petite, je veux me lancer... Mais par contre, je me rends compte que, tu vois, j'arrivais pas... après, c'est le cas de beaucoup de jeunes, de pas réussir à se projeter et savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Hein. Mais déjà, comme on le disait, dès la première bac, on a toujours eu envie de se lancer, de lancer des projets. Donc ça, déjà, ça parle un peu. Ouais. Mais c'est vrai que non. Moi, j'avoue, en toute honnêteté, je m'imaginais pas entrepreneuse, mais je m'imaginais rien d'autre, tu vois. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, j'ai vraiment eu un truc où ça a été une révélation pour moi. C'était vraiment marrant. Mes proches peuvent en témoigner. Où quand j'ai annoncé ça, je faisais des annonces en mode ben voilà, je vous annonce que j'ai trouvé ma voie dans la vie, tu vois. Ouais, je me souviens. C'était vraiment, je sais pas, une espèce de révélation en moi qui a né comme ça, suite notamment à ce stage, en fait, à Bicentral, en fait, où là, justement, j'avais pas mal de rôles modèles dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ce que je veux faire et je me le cachais depuis le début. Et là, en fait, je vois qu'il y a des gens qui y arrivent et let's go, quoi. Ouais, génial. Et toi, Chloé? Ouais, moi je me le suis toujours imaginé, mais j'ai ma maman qui a donc lancé son magasin de vêtements depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours été un peu entourée de quelqu'un qui créait, qui avait son projet, etc. Et moi j'ai un peu une phobie de tomber dans le métro, boulot, dodo, d'être employée dans une grosse boîte et de genre typiquement Big Four, machin, ça c'est vraiment ma hantise de tomber là-dedans, quoi. Je comprends que c'est le rêve de plein de personnes et tout, et je respecte ça à fond, mais moi c'est vraiment pas ce à quoi j'aspire. Moi la vie que je voulais, c'était vraiment créer des choses, créer des projets, avoir un impact. J'ai jamais été par exemple motivée par l'argent, parce que clairement je ferais pas ça. Si c'était ouais, franchement je ferais pas ça si j'étais motivée par l'argent. Et mais donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui me pousse à me lever le matin, qui me donne plein d'énergie, ça me donne envie de créer plein de choses. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de pas créative. Parce que je suis pas trop dans le dessin, etc. Un petit peu dans la musique, mais pas plus que ça. Mais au final, je me rends compte que j'aime créer des projets, en fait, et des choses comme ça, et ça reste quelque chose de créatif au final. Ouais, c'est clair. Donc, la créativité, c'est pas que artistique, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et au final, moi, depuis que je suis là-dedans, je m'épanouis super fort et je pense que je pourrais pas rêver de meilleure vie que celle que j'ai maintenant. Tous les matins, je joue aux jeux vidéo en direct, puis je m'occupe d'un projet avec des valeurs qui me sont super chères. Donc non, c'est trop bien, j'ai toujours rêvé de ça. Donc, Pourquoi c'est si important justement ces valeurs? Tu parlais beaucoup de sororité notamment. Pourquoi vous avez... En quoi c'est important pour vous de mener ce combat pour les femmes dans le streaming notamment?
Ça fait partie de nos valeurs de base. C'est vrai que moi, j'y réfléchissais, justement, récemment, de me dire, mais d'où me viennent ces valeurs féministes? Parce qu'en fait, tu vois, c'est marrant, ça a toujours été un truc qui faisait partie de moi. J'ai toujours prôné ça assez jeune et tout, mais pourtant, j'ai pas évolué dans un milieu très féministe. Donc, tu vois, j'ai jamais eu personne autour de moi qui portait des valeurs fortes et qui parlait de ça. Donc, je sais pas trop dire d'où ça vient. Mais oui, c'est vrai que ça a toujours été hyper central dans ma vie. J'ai d'ailleurs, tu vois, écrit un mémoire sur les genres dans les noms de métiers en néerlandais. Donc, c'était dans la linguistique néerlandaise, mais je me suis tout de suite tournée vers le genre. Voilà, donc je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est hyper important. Et je pense que le projet, c'était vraiment, c'est cette histoire de sororité, de se dire, ok, on n'est vraiment pas seul. Et moi, ce qui est, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu ce syndrome d'imposteur, ce manque de confiance en moi, et donc je veux vraiment essayer d'aider d'autres personnes par rapport à ça, et de se dire, allez, on n'est pas seul, on se lance, on se donne la confiance nécessaire, parce que c'est vrai que la confiance en soi dans le monde, c'est pas toujours facile, et perso, ça a toujours été un truc assez compliqué, un obstacle un peu dans la vie, donc j'ai vraiment pas envie que ça se réplique, et souvent, c'est quand même aussi fort le cas pour les femmes, d'être en manque de confiance en soi, donc ça, c'est vraiment un truc très important pour moi dans le projet. Ouais. Mais moi, je te rejoins aussi vachement parce que j'ai pas évolué non plus dans un milieu féministe. Mais j'ai toujours été, même petite, outrée par plein de choses, les différences, que ce soit les différences salariales ou autres, des femmes dans la société. Et même toute petite, c'était vraiment quelque chose qui me révoltait à fond. Et je posais des questions, et pourquoi, machin. Et évidemment, mes parents savaient pas trop m'expliquer quand j'étais toute petite. Enfin, j'aurais pas pu comprendre de toute manière. Et voilà, et donc c'est toujours resté un peu dans ma tête, et je pense que c'est vraiment à l'université où j'ai commencé à rencontrer plein d'autres personnes qui avaient plein de visions différentes, à me renseigner. En fait, je pense que c'est à force de regarder des vidéos, écouter des choses, voir des émissions, entendre des gens parler de ce sujet-là, que je me suis vraiment déconstruite, et je me déconstruis encore tous les jours à ce niveau-là, parce que je pense que on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit sur le féminisme ou dans tout autre sujet sociétal. Mais c'est vraiment arrivé pendant l'université, je pense, et lors de la création de Streamer, où au début, je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait cet aspect féministe aussi fort. Ouais. C'est très bête dit comme ça, mais je partais vraiment il y a pas beaucoup de représentation, il y a pas d'espace d'entraide. Et je me rendais pas compte qu'il y avait un aspect aussi féministe au projet, et c'est vraiment au fur et à mesure d'avancer que je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de misogynie, de sexisme, de cyberharcèlement, que s'il y avait un manque de représentation, en fait, c'était ultra profond, ça venait pas de Twitch, mais ça venait de la société au final. Et donc, j'ai appris à fond sur le féminisme à ce moment-là. Et je continue tous les jours à en apprendre aussi. Et vous avez déjà eu des retours, entre guillemets, de bâton à cause de cet engagement, à cause de cet engagement féministe comme ça? Vous avez déjà eu des mauvaises expériences ou des mauvais retours? Parce que parfois, c'est aussi jugé, le fait d'être engagé, alors que, voilà, c'est normal. Tout est engagé. Mais oui, tout est engagé. C'est ça, exactement. Alors, des retours de bâton, je dirais pas spécialement. Donc, comme Chloé l'a expliqué au lancement du projet, il y a eu des critiques concernant le lancement. Maintenant, c'est vrai que notre côté féministe et la représentation justement féminine qu'on apporte dans le streaming, etc., peut aussi être quelque chose que les personnes vont utiliser pour redorer leur image. Ah, oui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement. Et pour laquelle justement avec Chloé on essaye d'avoir de plus en plus de vision là-dessus et de se rendre compte de ce qui se passe, et de filtrer aussi avec qui on travaille et ce qu'on fait. Au début, on va pas se mentir, tu vois, nous comme on disait, on s'est lancé à 2 après nos études, il y a personne qui t'apprend ça, donc on s'est mangé quand même quelques petits truc où on s'est engagé avec des personnes qui étaient vraiment pas les bonnes personnes pour nous, qui nous utilisaient vraiment pour notre image, et du coup voilà, on apprend et maintenant du coup on fait beaucoup plus attention à tout ça, mais on est quand même pas à l'abri de
de quelque chose qui pourrait mal se passer, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Je pense on fait aussi vachement attention quand on fait un gros événement, un stream ou autre. On sait qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de la haine qui arrive parce que le projet peut déranger. C'est déjà arrivé que pendant une émission Streamer sur la chaîne de Streamer, qu'on se prenne un raid de 200-300 personnes d'un coup, haineuses, etc. Ça venait d'un forum et c'était quelqu'un qui avait posté le lien en disant allez ennuyer ces féministes, machin. Ouais. Mais heureusement, c'est qu'on était avec des gens qui s'y connaissaient bien dans le stream, qui ont très bien réagi, qui ont su couper le chat très vite. Il n'y a eu aucun débordement. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il faut faire attention quand on fait une émission ou autre. Ouais. Et ça vous aide justement d'être à 2 dans cette aventure ? Ouais, oui. D'office, c'est le genre de choses qu'on se dit pas souvent, mais je pense que, déjà, on est quand même plutôt d'accord en général sur nos valeurs et donc on n'a pas souvent de désaccord concernant ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut pas faire. Donc ça, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de travailler à 2, mais par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, c'est plutôt clair. Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment de problème par rapport à ça. Et donc, oui, quand il y a des problèmes ou quoi, on s'entraide. Enfin, en fait, littéralement, on fait tout à 2. Je sais pas trop comment fonctionnent les autres cofondateurs, cofondatrices, mais nous, c'est fou, quoi. On se divise tout. Tu vois, je sais pas, on doit faire un post, on va se diviser qui fait quel réseau. Tu vois, on a un appel pour une collaboration, on prend l'appel à 2. Ou alors, si une sait pas être dispo, parce que ça arrive aussi, on s'appelle pour se dire ce qui s'est passé, on se fait un vocal tout de suite après. Enfin, on est vraiment à tout faire vraiment à 2. Et je pense que c'est aussi notre force, du coup. Et je pense aussi un truc auquel j'ai parfois réfléchi, c'est, tu vois, notre force aussi en termes de travail, dans le sens où si on n'était pas 2, et qu'on faisait pas tout à 2 comme ça, peut-être qu'on serait peut-être un peu plus fainéante, quoi. Parce que là, en fait, on sait qu'on est 2, on est l'une derrière l'autre. Donc, tu vois, on s'attend, quoi. On se donne des deadlines, on fait des trucs. Et donc, en fait, si à un moment, je fais pas un truc, je vais culpabiliser parce que je sais que Chloé va le faire et je pense qu'elle, c'est pareil. Enfin, du coup, ça, c'est un peu le truc, quoi. Ouais, je pense que c'est une force d'être à 2 parce que si on est tout seul ou toute seule dans un projet, je pense qu'à un moment, on est trop la tête dedans et peut-être qu'on voit plus trop ce qui se passe autour et on ne prend peut-être pas les meilleures décisions. Puis l'arrière et moi, on n'a pas du tout la même personnalité. Donc, je pense que, par exemple, être à 2, mais être 2 mêmes personnes, c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Je pense qu'être avec quelqu'un qui est très différent, c'est super cool et ça apporte beaucoup au projet parce qu'il faut... Je trouve que c'est important d'avoir des fondatrices qui représentent un peu la communauté aussi. Et donc voilà, c'est cool d'avoir deux fondatrices très différentes à ce niveau-là. Mais vous avez quand même eu peur que ça casse votre amitié potentiellement si ça se passe mal Ouais, on en a toujours été consciente. Ouais. Je pense que c'est d'office. On ne sait pas en fait comment ça va se passer, tu vois. Ouais. Je me souviens au début, on avait même, quand on a déménagé à Bruxelles après nos études, on avait même hésité à habiter ensemble. Ça aurait été trop. Ça, tu vois, par exemple, ça aurait été trop. Ouais. Ça aurait été trop, voilà, clairement. Donc, je pense que, après, on n'a pas tout le temps des périodes faciles et il faut pas croire que tout est tout rose et que c'est parce qu'on est amis que pas du tout. Et donc, je pense que parfois, on le ressent et on sait que, c'est une période un peu plus down et on est hyper respectueuse de ça et de prendre nos distances ou pas. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi une différence entre notre relation d'amitié et notre relation de travail. Ouais. Je pense que si un jour il y en a une ou l'autre qui quitte le projet, d'ailleurs on avait tout mis à plat au tout début de l'incubateur, on avait fait une convention de collaboration de s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait, si on a une qui trouve un travail, qu'est-ce qu'on fait, enfin qui est plus à 100% par exemple, tout ça on avait bien mis à plat, c'est sur le drive, etc. Donc voilà, on avait bien réfléchi à ça aussi. Ouais, vous étiez préparés, quoi. Ouais, on sait que si ça devait arriver, je pense qu'on resterait toujours amis. Et c'est vrai qu'on est très différentes quand on est avec nos potes. Parce que du coup, on a aussi pas mal de potes en commun. On a aussi notre vie d'amis avec nos potes dans un groupe, quoi. Et on est hyper différentes. Enfin, notre relation est hyper différente, quoi. Et par contre, à ces moments-là, vraiment, on parle pas boulot, quoi. On essaye parce que... Ouais, vous arrivez à le faire. Ouais. Pas tout le temps, mais c'est important
important quand même pour nous. On essaie de vraiment le faire. Ouais, généralement. Ou alors, si on commence, on est en mode non, stop. Ouais. Parce qu'en plus, on est là, on va saouler nos potes et Ouais, tout. c'est ça. Ouais. Et est-ce que vous arrivez aussi à vous arrêter? Parce que, enfin, par exemple, depuis le début, est-ce que vous avez réussi à prendre vraiment des congés et à vous déconnecter de tout? Alors non, c'est impossible. Ah ouais. De se déconnecter de tout, c'est impossible, je pense. Maintenant, moi, c'est vrai que, justement, enfin, toi, je sais plus si c'était pendant non, c'était avant l'incubateur, ton voyage en Islande. Oui, c'était juste avant. Ah oui, voilà. En fait, on a toutes les deux gagné un appel à projet de notre faculté à l'UNIF, donc quand on était encore étudiante, pour organiser un voyage qui était important pour nous. Et donc Chloé, toi, t'es partie en Islande, mais c'était avant l'incubateur. C'est ça, c'était en juillet ou en août. Ouais, voilà. Donc ça, en vrai, c'est bien, t'es partie juste avant. Juste avant. Ouais. Et moi, du coup, je suis partie, en fait, 1 mois en juillet l'année passée, donc après l'incubateur. Pour le coup, c'est vrai que, voilà. Et là, je me suis dit, allez, déconnecter, parce qu'en fait, on avait aussi c'est un projet avec l'université, donc il fallait rendre un travail, il faut, voilà, faire certaines choses pour, et puis voilà, c'est un voyage d'1 mois. Moi, c'était un voyage solo et tout, donc j'avais vraiment envie d'en profiter. Ça n'a pas été à 100% le cas, mais je pense que c'était nos seules vraies déconnexions, aussi bien Chloé qu'à moi, parce qu'à ce moment-là, donc, quand toi, t'étais en Islande, moi, j'étais à 100% à m'occuper du projet seule. Et c'est vrai, quand il y avait des trucs urgents, je contactais Chloé. Et puis pareil, quand j'étais en Sicile. Mais voilà, c'est vrai que sinon, à part ça, vraiment, non. Ça n'est plus arrivé depuis. Ouais, c'est très dur de déconnecter. Même les week-ends. Allez, moi, je stream pas le week-end, mais bon, généralement, on a des événements le week-end avec le projet. Ou alors, y a quelqu'un qui va me téléphoner. Du coup, je vais quand même prendre l'appel. Enfin, du coup, je déconnecte jamais. J'essaye, hein. Par exemple, là, j'ai retiré les notifications sur mon téléphone. Donc, j'ai seulement si quelqu'un me téléphone, là, j'ai la notif. Mais j'ai plus Insta, j'ai plus Twitter, etc. C'est vraiment moi qui décide quand est-ce que je vais voir les notifs. Parce que sinon, c'était tout le temps des notifs du travail, etc. Ouais. Donc ça, c'est retiré. Et les week-ends, pareil. Et est-ce que vous arrivez à garder aussi un côté privé, quoi? Enfin, toute une partie de votre vie qui n'est pas sur les réseaux? Oui, quand même. Enfin... Du coup, moi, j'ai déjà une communauté moins importante que celle de Chloé, du coup. Donc, c'est vrai que j'ai moins de gens qui m'attendent, tu vois, sur les partages. Mais ça commence, en fait, tout doucement à arriver aussi. Et de plus en plus, je vois que, effectivement, j'ai de moins en moins de choses. Déjà, mon Insta privé, Chloé, toi, je sais que ça fait un moment que tu l'utilises plus. Moi, du coup, ça commence aussi à être le cas. Et j'ai pensé à toi, je me dis, purée, en fait, moi aussi, ça y est, ça commence parce que voilà, tu vois, poster des trucs sur l'Instagram de stream, ça prend du temps. Et donc, voilà, enfin, tu postes tout là. Et donc, oui, moi, je dirais que ça commence à disparaître un peu, ça aussi. Ouais, c'est vrai que pareil que toi. Avant, j'avais mon Instagram de ma chaîne Twitch et mon Instagram privé. J'utilise plus jamais mon privé depuis, ça fait très longtemps, ça va faire 1 an. Je pense que je l'ai laissé vraiment à l'abandon. Parce qu'en fait, je mettais les mêmes publications sur les 2 comptes. J'étais en mode, mais ça sert à rien, en fait, je prends du temps pour rien. Donc moi, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Surtout en stream aussi, parce que je parle pendant 3h30, donc je vais raconter ma soirée, je vais raconter ce que j'ai fait. J'ai pas mal de mes potes IRL qui viennent dans le chat. Donc les gens savent que machin est ma pote, et donc ils savent faire des liens, etc. Si je fais un événement, si je vais quelque part, je mets des stories, etc. Après, ce que j'essaye de garder vraiment privé, c'est toutes mes relations amoureuses, etc. Ça, évidemment, je les mets pas sur les réseaux sociaux. Sauf sur mon privé avant, mais maintenant c'est plus le cas. Tout ce qui est amis, etc. Les amis qui ne sont pas dans le milieu du stream, c'est ça. Je vais pas les mettre en story, etc. Je vais plutôt garder au final les photos pour moi et pas les poster, mais alors que ça, j'aurais pu le faire pour mon Instagram privé. Une photo avec mes amis qui sont pas dans le stream, je les aurais mis en story ou quoi, mais ça, j'avoue, je le fais plus. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup appris de manière générale, mais aussi sur vous, depuis le lancement de ce projet? Ouais, franchement, je pense que moi, c'est principalement... c'est vraiment ça que j'ai appris le plus, en fait. Parce que du coup, vu que c'est...
je sais pas comment expliquer, mais tu vois, c'est un projet qu'on a lancé ensemble et du coup, c'est un truc de si t'apprends pas sur toi, tu sais pas non plus comment, enfin, vu que c'est nous deux, tu sais pas comment t'améliorer dans le projet, vu qu'en fait, le projet est porté par nous deux. Donc, si nous, on vient pas à se remettre en question, à essayer de s'améliorer et à réfléchir sur soi-même et la manière dont on fait les choses, ben, on n'arrivera pas à porter le projet, en fait. Et du coup, moi, ça a été des périodes vraiment beaucoup d'introspection. Je réfléchis beaucoup à moi-même. Je fais d'ailleurs maintenant des séances de coaching aussi pour essayer de travailler sur mes points faibles, etc. Alors qu'avant, j'étais pas très consciente de ça, pas. Enfin, et donc oui, ça vraiment c'est hyper important et je pense que, d'autant plus quand on est deux aussi, tu vois, parce que l'autre ne peut pas toujours en pâtir de nos sentiments, de notre manière de gérer les choses. Donc, Non, c'est vrai qu'on a appris beaucoup sur nous-mêmes, mais aussi plein de compétences, en fait. Ouais. Quand je réfléchis, on a monté un site alors qu'on savait pas comment faire, on a monté un Discord, on savait pas comment faire. Tout le streaming de base, c'était quelque chose qui était nouveau. Gérer un micro, gérer les filtres micro, la lumière, les fonds verts, les incrustations, tout ce qui est le débit vidéo, etc. Tout ça, il a fallu apprendre. Gérer une communauté. Modérer une communauté, les réseaux sociaux, ouais, de ouf, faire des visuels aussi, la com. En fait, il y avait donner des formations, parler en public, savoir bien parler, avoir un bon débit de parole, savoir bien, expliquer les choses. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure du projet. Et comme Hilaria l'a dit aussi, j'ai appris beaucoup sur moi-même aussi. Je me suis rendu compte que moi j'étais quelqu'un qui détestait s'ennuyer, qui avait vraiment besoin de tout le temps m'occuper, de faire des choses, etc. Et je me suis aussi découvert cette pas cette rage, mais un petit peu cette envie de me battre, de faire changer les choses et de vraiment essayer de créer des choses et de trouver des solutions. Nous, avec Hilaria, on n'est vraiment pas dans la victimisation des streameuses et tout ce qui se passe. Justement, nous, on veut vraiment être dans un esprit super positif, d'essayer de les accompagner. Il y a des points noirs, c'est sûr et certain, mais justement, on se dit, ça va nous donner encore plus de force pour trouver des solutions OK, il y a ce souci-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement qu'il n'existe plus et le solutionner et voilà, je pense que moi, je me suis découvert un peu cette passion d'essayer d'avoir un impact au final. Vous êtes fiers d'avoir lancé ce projet ? Ouais, de ouf. Pour moi, c'est ma plus belle réussite. Ouais, d'office. Trop chouette. Pareil. Et quelles seraient comme ça, quelles sont vos prochaines envies, vos prochains projets ? C'est quoi la suite proche ? Proche ou pas proche, ça peut être aussi des plans sur 5 ans, 10 ans. Ok. Ouais, moi je dirais, du coup, moins proche, et c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est de vraiment élargir la communauté au niveau linguistique. Ouais, Donc ça, du coup, comme on disait, on a fait toutes les deux des études de langue, perso, je voyage beaucoup, j'ai vraiment, d'ailleurs sur mes streams, je parle aussi en plusieurs langues et tout, bref, cet aspect linguistique est hyper important dans ma vie, donc ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup mettre en place, de lancer la communauté anglophone, néerlandophone, hispanophone, toutes les langues possibles. Excellent. Mais bon, on n'est que deux, mais ça arrivera, c'est juste qu'il faut du temps et qu'on peut pas faire ça sur un coup de tête, il faut que ça soit réfléchi et il faut que les choses soient bien faites. Donc voilà, on prend le temps de le faire, mais ça va arriver, quoi. Ouais, ça c'est vraiment, on en a toujours parlé, mais on aimerait trop être dans plusieurs langues. On a la chance d'être en Belgique, donc on a directement un public néerlandophone pas loin, quoi, à proximité, donc ce serait trop bien pour même juste tester le marché, voir s'il y a un besoin, parce que peut-être que le problème est peut-être moindre dans la communauté néerlandophone, par exemple, ça on n'en sait pas, on n'en sait rien. Je pense que malheureusement non, mais ça c'est toujours à tester. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on soit plus que deux. Parce qu'en fait, c'est dupliquer le projet au final, parce que tout sera à refaire, il faudra refaire la com en néerlandais, etc. Peut-être que la manière de communiquer est différente en néerlandais ou en anglais, les références aussi, etc. Donc, je pense qu'un des gros projets, ce serait de faire financer Streamer au long terme par des fonds publics pour vraiment pouvoir engager, qu'on ait une plus grosse équipe et de pouvoir faire de plus grandes choses aussi, parce que je pense que à deux, on touche aussi très vite la limite de nos capacités, où malheureusement, dans une journée, il y a 24 heures. Et donc, je pense que le next step, ce serait de se faire financer, d'agrandir l'équipe pour justement, potentiellement,
dans le futur passer en néerlandais, en anglais. Génial. Je vais vous poser la toute dernière question du podcast à chacune. Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire et que vous n'avez pas encore fait? Mais ça peut être professionnel, personnel. Ouais. Waouh. Attends, je réfléchis. Hein. Ouais, ouais, moi je dirais oser. Enfin, ça c'est vraiment très personnel. Du coup, c'est vraiment oser plus me mettre en avant. En fait, en général, dans la vie, et tu vois, vraiment ne pas. Enfin, dès que je fais un truc, j'ai peur de mal faire, de mal dire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais oser. Et c'est plus que oser, c'est aussi, comme je disais, travailler sur soi-même. Mais oui, se mettre en avant. Et parce que, comme tu l'as dit, on peut être fier de notre projet. Et je pense que, enfin, j'ai plein d'idées, mais j'ose pas. Tu vois, j'ose pas. Et donc j'aimerais oser. Oui, parce que c'est pas forcément de la prétention de se mettre en avant, c'est juste... Non, c'est vraiment pour réaliser, tu vois, des choses, des projets. En fait, j'ai la tête en ébullition, comme on disait, on est des créatifs aussi au niveau des idées, donc pour Streamer, voilà, les idées fusent et... parfois, il y a même des idées que j'ose pas proposer parce que j'ai l'impression que c'est bête, ou que ça soit pour Streamer, puis pour mes projets perso de stream, etc. Mais bon, voilà, c'est un travail assez long, quoi. Moi, c'est une bonne question parce que je pense que dès que j'ai une idée, aussi stupide qu'elle soit, généralement, je la teste très vite. Par exemple, les live cuisine, c'était vraiment un coup de tête, je les ai testés direct. Les live IRL, pareil, donc dans la rue, etc. Donc, je sais pas trop. Je pense que peut-être le fait de parler... Oui, si, je pense que ça, c'est une bonne idée. C'est que, pour l'instant, sur mes streams, je parle en français. Et au tout début de ma chaîne, la question s'est posée vu qu'on a fait des études de langue, est-ce que je fais ma chaîne en anglais? Au final, je l'ai pas fait, je l'ai fait en français parce que je trouvais que l'humour passait mieux, que le flow passait mieux, etc. aussi. Mais c'est vrai que... oser, pourquoi pas proposer un stream entier, début à la fin anglais, et voir ce que ça donne. Ça, j'ai jamais osé parce que ma communauté est francophone, quoi. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop cool. Merci Chloé et Hilaria d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour les suivre dans les notes de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement ce podcast via Patreon. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.